tous, bienvenue dans Oser entreprendre. Je suis Victor Kint et chaque mois je rencontre un ou une entrepreneuse qui va me raconter son histoire, sa vision de l'entrepreneuriat, ses échecs et ses victoires. Pour ce premier épisode du mois de février, j'ai l'honneur de rencontrer Joël. Bonjour Joël. Bonjour Victor, merci de m'accueillir dans ces magnifiques locaux à Tournai ici en Belgique dont j'ai traversé la frontière. Eh ben écoute, c'est un honneur pour moi que tu aies pu traverser cette frontière en sachant qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a aussi les problèmes avec les agriculteurs. Donc tu n'as pas été bloqué et donc tu es venu à l'heure, pile, parfait. Ici on est au Skylab, Skylab Factory. On a eu l'occasion de rencontrer Hugo qui est un des fondateurs du Skylab. On pourrait l'écouter et le voir sur l'épisode précédent. Donc très content de te voir. Pour commencer, est-ce que tu sais un peu te présenter de manière originale et savoir un peu qui tu es et que fais-tu surtout? Alors je suis Joël, j'ai bientôt 57 printemps, je suis passionné par la vie, le théâtre, le commerce, j'aime les bonnes choses, je suis plutôt un épicurien. Il fut un temps où j'étais un sportif épicurien et aujourd'hui je suis à bientôt 57 ans un épicurien sportif. Je suis un ancien arbitre de foot au niveau semi-professionnel et je continue à m'entraîner. D'ailleurs, il y a de ça 15 jours, j'ai fait le trail de Tournai, les 30 km. Voilà, alors je me maintiens en forme et je suis passionné vraiment par la vie, par l'humain, par le business. Et je suis devenu entrepreneur un peu par accident, hein. Vraiment, c'était pas prévu au départ. Justement, raconte-nous un peu ce parcours, comment tu en es arrivé à entreprendre et qu'est-ce que tu fais vraiment quelles sont tes compétences dans l'entrepreneuriat? Alors, j'ai créé ma structure Joël Lefebvre Conseil il y a maintenant 13 ans. C'est du conseil, de la formation, c'est du coaching. Ce sont également des conférences sur deux thématiques majeures, le commercial et le management de la performance. Ok. Ensuite, moi, j'ai suivi un cursus traditionnel en France, donc un doc de droit et d'économie, j'ai fait le service militaire. Et puis la première particularité qui est la mienne, c'est que j'ai été élevé par ma grand-mère qui avait un bistrot de village. Et cette sainte femme m'a appris plusieurs choses dans la vie. D'abord, ce que c'était que d'être commerçant. Donc j'ai baigné dans cet aspect de commerce tout petit, ce qui fait que je suis devenu, et je pense que je mourrai commerçant, j'aurai l'occasion de le développer. Donc de façon traditionnelle, j'ai suivi des études aussi de commerce, et puis mon premier boulot a été commercial. J'ai gravi les échelons dans le commerce en tant que, à l'époque on appelait ça chef des ventes, responsable commercial, directeur commercial. J'ai eu de grosses responsabilités commerciales à niveau national. Et puis en parallèle, deuxième point assez singulier, c'est que à partir de 17 ans, eh bien, j'ai commencé l'arbitrage de foot. Donc j'ai exercé cette fonction sportive pendant 15 ans, où j'ai terminé au niveau semi-professionnel. Donc j'ai touché à l'époque un peu à la formation, et puis étant l'aîné d'une fratrie de 5 enfants, eh bien j'ai eu ce côté un peu, je dirais, de leadership dans cette famille. Et donc, quand je dis par accident, parce que moi, l'entrepreneuriat, mes parents sont issus d'une classe plutôt ouvrière, traditionnelle. Donc, je suis vraiment devenu entrepreneur, je dis bien, au fur et à mesure des années, en cultivant des expertises commerciales, managériales. Et puis, il y a eu, je dois l'avouer quand même, hein, cette maladie très grave qui accélère beaucoup de choses, qui est la crise de la quarantaine. Ah, mon Dieu. Ok. Et donc du coup, tu as fait un parcours un peu traditionnel, comme tu viens de l'expliquer. Tu es passé par plusieurs postes de commercial, c'est ça? Oui. Tu as même gravé les échelons, évolué jusqu'à directeur même pour la France, hein, Oui. pour une entreprise. Et puis maintenant, tu es formateur et tu viens d'expliquer que tu étais forme-action. Est-ce que tu sais m'expliquer un petit peu ce que c'est la forme-action? Oui, 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 parce que tu parlais des éventuels échecs. Quand j'ai créé il y a 13 ans, moi j'étais persuadé que mes expertises métiers, commerciales, manager de la performance, cette carrière d'arbitre de foot au niveau semi-professionnel,
le réseau qui était déjà le mien, moi j'ai convoqué à plusieurs reprises la BRICS, étant persuadé que j'allais être millionnaire dès la première année. Et puis ça s'est pas passé comme ça. La BRICS est venue à plusieurs fois, plusieurs reprises pour rien. Donc il a fallu effectivement s'armer de patience. Et ma première prise de conscience a été de me dire, en réalité, le marché n'a pas attendu après toi, que ce soit au niveau du consulting, du conseil, du coaching, de la formation. Donc qu'est-ce que tu peux proposer? Et donc je me suis dit, bah, la seule chose que je puisse proposer, c'est non pas de vendre du conseil, de la formation, du coaching, de la conférence, c'est de faire acheter du Joël Lefebvre. Ça veut dire avec mes expertises, avec mes singularités. Et donc j'ai, moi, eu l'occasion de suivre des formations tellement traditionnelles, tellement descendantes, tellement ennuyeuses et parfois tellement coûteuses pour rien. Je me suis dit, moi je veux faire autrement. Et donc j'utilise l'appellation formation parce que, pour faire simple, une formation traditionnelle, c'est 30% de mise en pratique, 30% d'échange et c'est 70% de descendant. La formation, c'est l'inverse. C'est 30% de descendant, il faut un peu de théorie, il faut un peu de matière, et c'est 70% de mise en relation avec des mises en situation, avec du co-développement, avec des ateliers réflexifs. Bref, nous faisons travailler le participant et ça devient un acteur de sa formation. Et en amont, j'ai aussi mis en place ce que j'appelle les séances d'immersion pour vraiment coller au plus proche du quotidien des participants. De façon à ce qu'il y ait un avant et un après, et c'est vraiment une particularité. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir une petite dizaine de consultants qui bossent à mes côtés et qui avons, on a cet ADN commun, ça veut dire on est assez focus résultat, donc une bonne formation, c'est un avant, c'est un après. Aujourd'hui, les entreprises qui font partie de nos clients sont des entreprises qui ont le choix et il faut vraiment faire la différence. Et cette différence, elle est faite par cette singularité de faire réellement du sur-mesure. Ok, très bien. Donc ça, c'est assez clair et précis. Juste avant de continuer un peu, de découvrir un peu plus les coulisses de ton métier et ce que quelle est la plus-value que tu ajoutes aux entreprises, revenons un peu sur ton parcours. Sur ton parcours, tu as expliqué que tu avais fait le service militaire. Est-ce que le service militaire t'a influencé dans ce que tu es aujourd'hui en tant que formateur? Bah, c'est-à-dire que le service militaire faisait partie de ses obligations à mon époque. Et puis, moi qui voulais être planqué dans le nord de la France, je me suis retrouvé en Allemagne, où il a fallu effectivement que je fasse, je dirais, la différence. Donc, ça a été pour moi une bonne école également de la vie, puisque cette contrainte militaire m'a permis de prendre conscience que, une fois sorti de ce service militaire, il était hors de question qu'on m'explique ce que je devais faire et quel serait mon avenir. Donc, le service militaire a été pour moi un déclencheur de me dire, je l'ai fait, je suis content, c'était bourré de contraintes, c'était à la fois formateur. Et à partir de maintenant, moi, je veux faire un boulot dans lequel je m'amuse, je prends du plaisir. Et donc, avec cet ADN commercial, je dirais, en lien avec le souvenir de ma grand-mère, forcément, le premier boulot, après avoir assuré un niveau de diplôme, ça a été forcément dans le commercial, que je veux dire. Je me suis jamais considéré comme un vendeur, je me suis jamais considéré comme un commercial. J'ai toujours fait la différence en étant commerçant. J'ai eu la chance d'être à plusieurs reprises premier commercial France dans différentes entreprises. Et donc j'ai gardé ça. Et c'est vrai que la contrainte du service militaire m'a permis de bien m'éclater dans le monde du commerce parce que c'est un monde où on est autonome avec beaucoup de liberté. Et il y a un juge de paix qui s'appelle les résultats. Et quand on est commerçant, ce sont des résultats avec un peu de déontologie, voire beaucoup de déontologie, et pas n'importe quel prix. C'est super intéressant et d'ailleurs tu reviens sur cet ADN de commerçant, tu parles, enfin, tu fais référence à ta grand-mère hein, qui t'a élevé. Est-ce que tu sais nous expliquer un petit peu vraiment cet impact qu'a eu ta grand-mère sur ce que tu es aujourd'hui et sur un peu cette gêne que tu as d'entrepreneur et surtout de commerçant? Bah, c'est vrai que ma grand-mère, à l'époque, nous étions dans un petit village de 500 habitants, donc
il y avait des institutions, hein, il y avait le curé de village, le maire, le médecin, et puis il y avait les bistrots. Donc ma grand-mère était une notoriété locale et elle avait à la fois un franc-parler, elle avait le sens du commerce, elle avait le sens du service, elle était patiente et puis elle prenait beaucoup de plaisir à faire ce qu'elle faisait. Ce qui fait que moi, elle m'a embarqué dans cet environnement où j'écoutais les adultes. À l'époque, ça buvait de l'alcool, ça fumait des cigarettes. Il y avait un côté des années 70 qui fait que j'étais moi assez fasciné et je me disais, mais en réalité, le commerce c'est chouette parce que ma grand-mère gagnait très bien sa vie et elle prenait beaucoup de plaisir. Donc pour moi, commerce c'était le service avant tout, c'était le respect du client et c'était quelque chose de joyeux. Et j'ai eu la chance d'avoir plutôt d'excellents résultats dans mes activités commerciales, sans jamais me préoccuper de ce que j'allais gagner. J'étais toujours motivé par ce sens du service et aujourd'hui je l'ai cultivé. Un client satisfait, c'est un client qui en a plus que pour son argent. Ça, c'est tout à fait. C'est vraiment ça, cette relation avec le client pour vraiment optimiser la relation et pour, comme tu dis, hein, c'est un client fidèle vaut bien mieux qu'un des clients comme ça à rallonge. Et ce que je voulais dire, c'est est-ce que tu as eu des conseils que ta grand-mère ou que ce que tu as pu voir de ta grand-mère que tu appliques enfin, que tu as appliqué ou que tu appliques encore aujourd'hui au Oui. commerce. Euh, Et quels sont-ils? Au niveau commerce, il y a cette, je dirais, ce mirage de la promesse. Et ma grand-mère disait tout le temps, Joël, n'écoute pas ce que les gens racontent, écoute ce qu'ils font et surtout qui ils sont. Donc, à un moment donné, ben, il faut savoir un peu faire le tri. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en 2024, je pars du principe que je n'ai pas de clients, je n'ai que des prospects. Parce qu'aujourd'hui, pour des raisons X, Y, le client est très versatile, fuyant, et donc il demande à être satisfait. Et donc, c'est vraiment d'être conditionné par l'action et par l'engagement. Donc, je suis, moi, un obsédé de l'engagement du client. Je m'engage, j'aime bien qu'il s'engage. Il faut que ce soit un win-win dans l'engagement avec des accords partiels. Et voilà. Donc je me suis forgé à la fois avec ce plaisir de négocier avec un client et puis cette rigueur de savoir aussi me faire respecter, puisque l'adage qui consiste à dire que le client est roi est faux et archi faux. Très bien. Et c'est surtout ça qui est important aussi actuellement, hein, comme tu dis, c'était une de mes questions, le client est-il vraiment roi? Tu viens d'y répondre, On peut il le l'est laisser pas. croire, on peut le laisser croire. Et justement, comment tu sélectionnes un peu tes clients? Est-ce que ou quand je dis sélection, c'est vraiment la phase de prospection. Est-ce que tu targetes un certain profil d'entreprise ou est-ce que ils viennent à toi et puis comment tu sélectionnes aussi les demandes? Ben, la première année que j'ai nommée échec, qui était, en réalité n'était pas un échec, qui était une non-réussite, c'était que quand j'ai démarré Joël Lefebvre Conseil, j'ai démarré seul, avec une page blanche, et j'ai vraiment appris en marchant. Donc ça veut dire que la chance que j'ai encore aujourd'hui, 13 ans après, c'est que je ne sais pas ce que c'est que de prendre mon téléphone pour appeler un prospect ou pour appeler un client, à l'exception d'une mise en relation. Tout le business que j'ai pu faire et que nous continuons à faire, avec des clients qui sont toujours fidèles depuis 13 ans, même si ça reste des prospects, un Mhm. prospect majeur, ça a été uniquement par le biais de la recommandation. Donc, ça veut dire que au départ, le coup de pied aux fesses que je me suis mis, c'est de me dire, ok, ton réseau n'est pas suffisant, ton expertise métier n'est pas suffisante, ta bonne volonté n'est pas suffisante, tes convictions ne sont pas suffisantes. Donc, il va falloir effectivement aller à la rencontre. Et donc, je me suis coltiné les premières années tout ce qu'on peut imaginer en networking. Aujourd'hui, on a LinkedIn, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Il y a 13 ans, c'était déjà présent, mais beaucoup moins. Ce qui fait que, au niveau de l'entrepreneuriat, il y a une chose qui est importante, c'est de comprendre qu'il faut savoir faire savoir son savoir-faire. Ça veut dire que c'est d'abord du marketing,
et qu'on peut faire tous les business plans de la Terre, on peut faire tous les ciblages de la Terre. Et à un moment donné, quand vous êtes entrepreneur, vous devez avoir en tête qu'il est important de faire confiance pour qu'on vous fasse confiance et d'inspirer confiance. Donc ça veut dire que c'est une façon de donner envie, quel que soit l'entrepreneur, ok, même s'il décide de s'entourer. Ce qui est important, c'est de se dire, je dois donner envie de travailler avec nous ou avec moi, ok, et je dois inspirer confiance. Donc ça, c'était le premier boulot. Et ça veut dire qu'encore aujourd'hui, je le répète, j'ai des clients depuis plus de 13 ans, et c'est essentiellement de la mise en relation. Donc ça veut dire que ça va tout azimut. Donc, je fais en sorte de ne pas me spécialiser avec, je dirais, un style de client, etc. Beaucoup de clients de B2B, évidemment, beaucoup de clients de service, mais ça va vraiment au fur et à mesure des recommandations. Parce que s'il fallait que je détermine nos expertises majeures, il y en a deux. Il y a tout ce qui va tourner autour du commercial et tout ce qui va tourner autour du management. S'il fallait que je prenne une image, cœur, poumon, sang, oxygène. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On peut ou pas se priver d'un codir, on peut ou pas se priver des collaborateurs, mais en tout cas, mon point de repère, c'est que quand il y a un souci dans une entreprise, c'est en général au niveau commercial ou au niveau du management. Donc ça veut dire que nos deux expertises font que demain, par exemple, j'ai aucune expérience de la grande distribution. Depuis 13 ans, je n'ai toujours pas travaillé pour la grande distribution. Okay. Demain, si pour une mise en relation quelconque, nous étions mis en relation avec la grande distribution, nous irions sur les sujets commerciaux et les sujets managériaux. Et d'ailleurs, je me souviens aussi d'il y a 13 ans, avoir commencé une collaboration pour le groupe La Poste. J'avais aucune expérience de La Poste en particulier, et justement, j'avais été sélectionné parce que je n'étais pas issu du SAREI. Et que ma différenciation, ma non-connaissance du sujet, faisait que ça me permettait d'avoir un regard neuf. Et souvent, ce qui se passe en entreprise, c'est que c'est souvent des experts métiers qui interviennent dans des expertises métiers, et on finit par ne plus avoir la neutralité et le regard, effectivement, qui peut être parfois sans concession. Et je ne sais pas si ça s'entend, mais en tout cas, si ça se voit, j'ai plutôt un franc-parler. Très bien. Tu disais au tout début de cette allocution le networking qui était assez important justement, surtout quand on commence pour se faire connaître et montrer un peu notre valeur. Actuellement, on est dans une société qui se digitalise de plus en plus. Est-ce que tu penses que le networking traditionnel, donc les business clubs, les service clubs, tout autre événement networking qu'on peut connaître on va dire en présentiel, va exister ou existera toujours quand on voit ici, notamment LinkedIn, qu'on peut vraiment se faire un réseau directement derrière un PC. Et quelle est la différence entre se faire un réseau virtuel et un réseau présentiel? Est-ce qu'il y a vraiment une différence ou est-ce que c'est la même chose? Eh bien, je peux prendre un exemple vécu. Il y a de ça 5 ans, je suis une entreprise sur LinkedIn, je like, je commente, et puis il s'avère que cette entreprise m'invite à un match de foot, sans savoir que j'étais un ancien arbitre de foot. De ça, j'ai pu animer une conférence sur le lien entre le management et l'arbitrage. J'ai pu accompagner cette entreprise. Je continue à l'accompagner. Cette entreprise aujourd'hui a été rachetée par un groupe national, un très gros groupe. Aujourd'hui, on travaille dans ce grand groupe. Et tout ça pour te dire quoi? C'est que c'est parti de LinkedIn. S'il n'y avait pas eu cette rencontre en présentiel, il ne se serait rien passé. Ok. Donc... Dossier exceptionnel. Donc pour moi, dossier exceptionnel. Dossier exceptionnel. Okay. Ça veut dire que pour moi, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Ça veut dire qu'il faut à la fois être présent sur les réseaux sociaux et sur le terrain. Et sur le terrain, c'est les deux. Ça veut dire que quelle que soit la digitalisation, quelle que soit effectivement la façon d'être mis en relation, il y a un moment donné, la vision ne suffira pas, il va falloir se rencontrer. Parce que dans notre métier, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, je le répète, c'est savoir-faire, savoir, notre savoir-faire, et ça passe à un moment ou à un autre par une rencontre physique. Et après, on ne plaît pas à tout le monde. Ok, très bien.
C'est parfait parce que tu permets très facilement les transitions. Tu parlais de la petite anecdote de match de foot qui faisait référence aussi à ton côté arbitrage. Tu as fait 15 ans d'arbitre jusqu'à aller jusqu'en semi-pro et arbitrer des matchs de Ligue 2, si je ne me trompe pas. Et maintenant, tu fais des conférences sur le lien entre le management et les techniques d'arbitrage, si je ne m'abuse. C'est cela. Ben, est-ce que tu sais nous expliquer, bon, ne fais pas une conférence, mais brièvement, en quoi il y a des similitudes entre ces deux pratiques? Pour revenir à mon côté entrepreneur, avant de répondre directement à cette question, euh, aujourd'hui, depuis 13 ans, j'ai le luxe de travailler comme un dingue et ne plus avoir cette sensation de travailler. Mhm. C'est un vrai luxe. Alors j'espère qu'on n'est pas trop regardé et écouté parce que je ne voudrais pas mettre mal à l'aise certaines personnes. C'est un vrai luxe. À côté de ça, les trois choses qui m'amusent le plus dans mes activités, c'est tout ce qui va concerner la négociation commerciale avec mes prospects, hein, mes fameux prospects, hein, qui sont des clients et que je considère comme des prospects. Ensuite, ça va être toute la préparation du sur-mesure. Et puis ensuite, ça va être toute la partie animation. Je suis également passionné par le théâtre. Je fais du théâtre depuis 20-25 ans. On va y revenir après. Donc j'adore ça. Maintenant, sur la conférence, sur l'arbitrage. Ok. Le monde de la conférence n'a pas attendu, je vais aller le faire. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Et donc, une de mes façons d'entrer en matière sur la notion de conférence, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire qui me ressemble le plus avec ma singularité sur un parcours assez atypique et qui puisse interpeller le monde de l'entreprise. Eh bien, je me suis dit, c'est très simple. 15 ans d'arbitrage de foot, avec des matchs télévisés, des matchs devant 25 000 personnes, euh, des matchs de Coupe de France, quelques gloires de l'époque, etc., etc. Et puis, le monde de l'entreprise. Ben, il s'avère que quand j'étais arbitre de foot et quand j'arrivais dans l'arène devant 25 000 personnes, j'étais là pour assurer la sécurité des joueurs et la protection du jeu. J'avais à ma disposition, ok, le rappel à l'ordre, les échanges avec les joueurs. J'avais la carte jaune, hein, comme on dit ici en Belgique, ou la carte rouge, on sait, voilà, quand la ligne est franchie. Et donc, ça veut dire que si on transpose par rapport au monde de l'entreprise, eh bien, c'est pareil, je dirais. Et le lien maintenant pour répondre directement à ta question, eh bien, c'est que la colonne vertébrale de cette conférence que j'ai créée, c'est simple. C'est un arbitre comme un manager, ok. La ligne directrice, c'est la gestion et l'intimidation. Sur un terrain, il y a une intimidation physique, intimidation intellectuelle, intimidation situationnelle, intimidation par rapport aux résultats. On transpose dans le monde de l'entreprise intimidation, je dirais, du collaborateur qui va, dès que vous le recadrez, va vous expliquer qu'il va se mettre en arrêt. Celui qui ne va pas forcément faire ce qu'il y a à faire. Donc quelque part, vous êtes sans arrêt en train de jouer entre le chaud, le froid, la discussion, le feedback constructif, le recadrage, parfois la sanction, parfois l'exclusion, etc., etc. Donc il y a plein de similitudes. Et j'ai observé que quand j'ai commencé ces conférences sur le lien entre le management et l'arbitrage, eh bien c'était plutôt bien accueilli. Et quels que soient les spectateurs, même si les gens ne connaissaient pas forcément le foot, etc., mais le fait de dire, quand on parle football, arbitre de foot, tout le monde voit cet homme en noir qui maintenant n'est plus qu'en noir, Ouais. Dieu merci. Eh bien, à mon époque, c'était comme ça. Donc tout le monde voit ce que c'est qu'un arbitre. Tout de suite, c'est la sanction, c'est la difficulté, c'est beaucoup d'admiration par rapport à la fonction. Et quand on parle de management en entreprise, tout le monde voit ce que c'est qu'un manager. Donc voilà, ça a été ma clé d'entrée. Et pour ça, je me suis un peu creusé la tête. Et je dois le dire, même si je suis rémunéré pour le faire, ça va demander peu d'efforts parce que c'est une façon de faire écho par rapport à qui je suis, comment je vis les choses. Et aujourd'hui, je connais peu d'ex-arbitres de foot qui font des conférences sur le sujet. Et voilà, c'est ça la singularité. Et c'est comme ça que je vis l'entrepreneuriat, quoi. C'est une création permanente, c'est faire ce qu'on a envie de faire au service des clients. Et c'est ça l'entrepreneuriat. En réalité, on n'est jamais arrivé dans l'entrepreneuriat. C'est sûr, tout à fait. Très intéressant en tout cas ces similitudes entre le côté arbitrage et le management. Donc
Si vous voulez découvrir un peu plus, n'hésitez pas à demander à Joël pour cette conférence. Oh, il y en a plein d'autres, hein. Mais Il y a il y a l'expérience client waouh, il y a le management de la performance, il y a les clés de la motivation collective. De toute façon, en ce qui me concerne, ça tourne au niveau du commercial, au niveau du management de la performance, ou si je vais sur le terrain du sport et de l'entreprise, c'est lié à l'arbitrage. Mais justement, en parlant de toutes tes formations, comment tu structures un petit peu ton catalogue? Comment tu trouves justement la bonne formation? Comment tu fais des refreshs? Est-ce qu'il y a des formations qui ne fonctionnent plus maintenant parce que bon voilà, il faut peut-être remettre à jour avec les différentes mentalités qui changent, les différents règlements, les différentes voilà, des structures des différentes sociétés. Comment tu fais ton catalogue et comment tu les appliques? Eh bien, depuis 13 ans, je vais te faire une confidence. Nous n'avons pas de catalogue. Ok, Nous avons ce qu'on appelle rien sur l'étagère. ok, du coup. Parce que notre kiff, c'est de faire réellement du sur-mesure. Ça veut dire que, imaginons, demain, tu me sollicites avec mes équipes pour une formation, je dirais, commerciale. Mhm. Eh bien, la première chose qu'on va te demander, c'est de dégager du budget temps et du budget argent. Hein, on parle souvent du budget argent dans le business, mais il y a le budget temps également, Bien évidemment. pour qu'on puisse venir en entreprise, voir un peu ce qui se passe, voir un petit peu comment vous fonctionnez. Et puis, on va te demander de nous donner, sur cette formation commerciale, quels seraient pour toi les trois axes majeurs et les attendus à l'issue de cette formation. Ok. Et à partir de là, ok, on veut être libre comme l'air et pouvoir échanger avec qui on veut. Fort de cette immersion, après cette phase immersive, ok, je vais te faire une restitution. Voilà entre ce que tu veux faire sur les trois axes qui sont les tiens, voilà la réaction un peu du terrain. Qui de mieux que les collaborateurs qui sont sur le terrain pour expliquer ce dont ils ont besoin, c'est du bon sens quelque part, ok, restitution, et ensuite on va pouvoir te délivrer un vrai programme sur mesure en fonction du budget temps, du budget argent, des retex possibles, des mises en situation, des problématiques majeures. Et c'est comme ça depuis 13 ans, que ce soit sur les sujets commerciaux ou managériaux. Après, en toute sincérité, il y a à un moment donné les fondamentaux du commerce, les fondamentaux du management, on ne peut ne pas y échapper. Par contre, ce qui m'intéresse moi, c'est que le participant, il en est vraiment pour son argent et qu'il soit en capacité de mettre en action dès le lendemain. Nous, on fait trois promesses majeures aux clients. C'est un réel sur-mesure. Deux, en étroite, je dirais, lien avec le quotidien des participants. Et troisièmement, avec des outils qu'on aura expérimentés en formation lors des mises en situation applicables dès le lendemain. Je suis un malade mental du pragmatisme, de l'efficacité et de la mise en action. Ça veut dire que, et là c'est plus le coach certifié qui va parler, c'est beau d'avoir des prises de conscience, c'est beau d'augmenter ses compétences, ok, si à un moment donné tu ne mets pas les choses en action, ça ne sert à rien. Donc, c'est là-dessus qu'on fait vraiment la différence. Et bon, ok, sur mesure, etc. Mais il n'y a pas des problématiques qui reviennent qui sont assez récurrentes, ou c'est vraiment à chaque fois des nouveautés qui arrivent sur le terrain? Alors, Victor, les problématiques peuvent être récurrentes. La façon dont on va la traiter, en fonction du contexte, en fonction des enjeux, la différence entre les enjeux pédagogiques et les enjeux professionnels fait que ce sera toujours différent. Ça veut dire que si je prends par exemple ma conférence sur le management et l'arbitrage, je peux avoir mon fil conducteur, ma colonne vertébrale, ok, c'est la gestion de l'intimidation. Mais d'une entreprise à une autre, important d'aller discuter avec les managers, en quoi ils sont chahutés dans leur entreprise, etc., pour faire du vrai sur-mesure. Donc, oui, les problématiques peuvent être les mêmes, la façon de le traiter peut être différente. Et c'est là-dessus qu'on fait la différence. Et du coup, donc, il y a toujours donc, cette première phase où tu es sur le terrain, tu fais une sorte d'enquête, entre guillemets, un audit en soi. Un rapport d'étonnement, Voilà. un audit, des interviews. Et donc, ouais. Et plus précisément, pardon, parce que c'est capital,
En réalité, en faisant ça, c'est bingo sur trois niveaux. Pour l'entreprise, d'abord, parce qu'elle envoie un super signal de reconnaissance. Le consultant que je représente à ce moment-là, ok, vient à votre rencontre et on se parle librement. On est en train de mettre en place une stratégie d'alliance. Ce qui fait que quand on va se retrouver en formation, ils savent que ça va être sur mesure parce qu'on va prendre en considération ce qu'ils nous ont dit. Et ça veut dire que quand on démarre le JA de la formation, on n'est plus dans cet entre-deux où on s'observe, mais c'est qui celui-là, qu'est-ce qu'il va encore m'apprendre, est-ce que c'est pas l'œil de Moscou de l'entreprise, etc. etc. Donc c'est vraiment d'une efficacité redoutable. Et du coup, quand on arrive dans la phase, dans la phase 2, est-ce que ce sont des recherches après, en disant, ben voilà, je vais essayer de trouver telle technique pour mettre ça en place, ou est-ce que tu as déjà ta boîte à outils et tu vas puiser, est-ce que tu vas rechercher des nouveaux moyens? Les deux. Les deux. Les deux, c'est-à-dire qu'on a une énorme boîte à outils, on a une énorme banque de données. Évidemment, ce qu'on a déjà expérimenté, on le garde. Et puis après, l'objectif, c'est vraiment de le mettre au goût du jour, du contexte et de l'entreprise. Et ça, moi, j'y tiens. J'ai trop vécu de formations basiques, moyennes, inefficaces pour tomber dans cet écueil-là. Et après, il y a des sujets qui font qu'une formation moyenne, basique, peut faire la différence sur des sujets, par exemple, administratifs, financiers, etc. Mais dès l'instant où je m'inscris, nous nous inscrivons dans deux aspects bien précis, qui est le commerce, le business, l'efficacité commerciale et le management en général et le management de la performance, on est sur des sujets pragmatiques. Et c'est complètement ubuesque d'imaginer qu'une formation traditionnelle fera la différence. Pas du tout. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, nous l'avons voulu, nous continuons à la mettre en place, cette singularité. Et en réalité, avec un peu de recul, quand je discute avec toi, je me dis, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen que de faire comme ça pour être le plus efficace possible. Et après, quand tu mets ça en pratique, comment ça se passe? Tu demandes à voilà, tous les collaborateurs, le management de venir, tu fais une conférence ou est-ce que tu fais des petits ateliers pratiques? Est-ce que tu fais ça à distance avec des quiz? Voilà. Comment tu mets ça en pratique? Sur la partie immersion et la partie formation. Formation. La formation, c'est à 99%, c'est du présentiel. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a différents formats. Ça peut être une formation sur 3 fois 2 jours, sur un espace de 6 mois. C'est rarement en dessous de 2 jours. Ok. Rarement en dessous de 2 jours. Ça, c'est la partie formation. Après, il y a la partie animation. On va plutôt se mettre en mode développement collectif, intelligence collective, un peu en codev. On va les faire travailler en atelier réflexif. On va les faire réfléchir. On va les faire expérimenter. Et puis, il peut y avoir aussi ce qu'on a mis en place à l'issue de ces animations, ce que j'appelle moi une funférence. C'est-à-dire que c'est une conférence qui est sérieuse, mais sous un ton très humoristique. Et toujours pareil, pour embarquer les gens, la forme est importante. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités. S'il fallait que je te résume ça, nous sommes capables d'intervenir sur le conseil, le consulting, sur de la formation, sur du coaching et sur de la conférence, sur ces deux sujets majeurs qui sont l'excellence commerciale et le management de la performance. Et comment tu analyses tes KPI, donc tes indicateurs de performance après? Je les impose aux clients. Si on est par exemple sur le management, ça peut être des KPI de cohésion d'équipe, de gestion de conflits moins importante, ça peut être la notion du bien-être. Et sur la partie commerce, c'est beaucoup plus simple, parce que là, on est plutôt sur des choses chiffrées, alors qu'en te disant ça, je me rends compte que c'est pas forcément le plus important, parce qu'il est aussi important de voir ce qui se passe sur la partie non chiffrée du commerce, parce que c'est aussi une histoire et une aventure humaine, avant que ce soit une aventure de résultats. Et j'ai une petite question un peu pour te titiller. Si tu fais bien ton boulot, les entreprises ne doivent plus revenir vers toi. Alors, on essaye de le faire très bien à 99% pour qu'ils nous rappellent. C'est juste, cette remarque est juste. On a vocation effectivement à mourir à l'achat. Ça veut dire que demain, tu as une problématique commerciale, nous intervenons, ok, normalement, on ne doit plus revenir.
Il s'avère que dans la vraie vie, Dieu merci, c'est pas comme ça. Parce que les sujets commerciaux et les sujets managériaux, il y en a tellement à traiter. Ok. Donc en général, le client continue à travailler avec nous sur d'autres sujets en périphérie. Mais tu as raison de dire que normalement, effectivement, ça devrait être réglé. Sauf que moi, avec mes équipes, nous sommes responsables de l'immersion, de l'ingénierie. Nous sommes responsables de la mise en action lors de cette formation. Et puis après, le SAV fait partie de l'entreprise. Donc ça veut dire que c'est à eux d'assurer la mise en application, etc., etc. Donc c'est une forme de partenariat. Et il nous arrive parfois sur des sujets uniquement commerciaux de prendre une partie de nos honoraires au succès également. D'accord. Ok. Mais là, ça veut dire qu'on bosse en toute confiance avec le client et on a accès à des chiffres un petit peu plus confidentiels. Très bien. Juste avant de clore un petit peu ce chapitre de la formation, est-ce que tu peux me dire, ben voilà, si par exemple moi ou une autre personne qui souhaite voilà, se lancer en tant que formateur, quelles seraient un peu les étapes à suivre et quand on peut devenir formateur? Est-ce qu'il faut attendre une quarantaine d'années, avoir la crise de la quarantaine, ou est-ce qu'on peut faire ça à la sortie de ses études, ou est-ce qu'on doit encore attendre? Donc, plus ou moins quand on peut se lancer et les différentes étapes pour devenir formateur. J'ai bien cité Bernard Flavien, qui est un sociologue qui dit tout est une histoire de contexte. S'il n'y a pas de texte, c'est con. Donc, contexte de vie, contexte de maturité, contexte de conviction, contexte de motivation. Je dirais, à cette question, je serais bien présomptueux de répondre de façon péremptoire. Ce qui est clair, c'est que d'abord, et c'est en lien avec l'entrepreneuriat, c'est une conviction. Après, ça devient une ambition. Après, il faut être prêt à payer le prix de cette ambition et de cette conviction. Le premier écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est pas un cas, mais imaginons, je suis un expert du digital et je me lance formateur dans le digital. Je suis sûr de me ramasser. Parce que ton expertise métier ne fera pas de toi un bon formateur, un bon pédagogue, un bon orateur, etc., etc. Donc ça veut dire que, et là je parle en mon nom, eh bien une des premières choses que j'ai faites, même si j'avais fait de la formation, même si je suis dans mes 2 excellences professionnelles, je suis allé me former en tant que formateur. Un groupe, ça se gère. Il y a une façon de transmettre. Il y a une ingénierie pédagogique, il y a le déroulé pédagogique, il y a le fond, il y a la forme. D'ailleurs, je vais me permettre de vous citer, je m'adresse aux gens qui vont nous regarder, voilà, Victor Hugo qui disait « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». Tout ça, ça s'apprend. Ça veut dire que je vois trop de formateurs se ramasser parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont une expertise métier, ou ils ont un ras-le-bol de l'entreprise, et que ça y est, ils ont trouvé Eureka, le monde de la formation. C'est une connerie sans nom. C'est sois expert de ton métier, mets en place des choses intelligentes, et surtout forme-toi. Ça ne s'improvise pas, je dirais, d'animer une formation. Si on veut faire la différence, si on veut en vivre correctement. Et donc du coup, voilà, donc ça c'est pour le timing. Les étapes à suivre quand on veut se lancer. D'abord se former en tant que formateur. Ouais, se former, et puis j'ai envie de dire, à travers son réseau, c'est pouvoir regarder de qui on peut s'inspirer, de qui on peut se faire conseiller, d'avoir quelque part des gens qui vont être bienveillants et sans complaisance sur ce que j'appelle du crash test, s'expérimenter, pas partir dans tous les sens. Et puis, il y a quelque chose qui est fondamental quand vous êtes formateur face à un public, c'est d'être authentique, c'est d'être vrai. Quand j'interviens pour une entreprise, j'ai pour habitude de dire que je ne suis pas allé de Moscou, je ne suis pas le porte-drapeau de l'entreprise, cependant je porte le maillot de l'entreprise. Et donc il faut qu'il y ait cette véracité, cette vérité, cette authenticité. Et c'est pour ça que la compétence métier, c'est une chose, et après, c'est comment on va embarquer les gens. C'est une histoire de les embarquer. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ok, très bien. Et donc, est-ce que quand on est jeune, on peut vraiment devenir formateur? Parce qu'on a la conviction, ok, on peut être pédagogue, mais peut-être que le public ne va pas réagir
à ce qu'on dit parce qu'on est trop jeune. Et quand on a moins de 30 ans ou 30 ans, on n'a pas encore de l'expérience en entreprise, enfin assez d'expérience en entreprise pour pouvoir former. Alors oui, oui, c'est vrai que de façon stupide, je suis persuadé que si on allait tous les deux sur le marché de la formation et si on démarrait tous les deux un business, il y a de fortes chances que je récupère beaucoup plus de confiance aveugle de par mon âge, ce que je peux dégager, que toi. Et peut-être que tu serais peut-être même bien meilleur que moi dans les faits. Donc ça, c'est un deuil qu'il faut savoir faire. Ça veut dire que ça nous plaise ou non, de toute façon, on est jugé par rapport à des a priori, par rapport à je ne sais quoi. Par expérience, j'ai la chance, moi, dans mes équipes, d'avoir des gens de mon âge, et des gens beaucoup plus jeunes. Et ben, je peux vous dire qu'en fonction des sujets, c'est pas forcément la personne de mon âge qui est la plus compétente. Si que le formateur ait 27 ans ou 57, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va regarder? Ok, il y a peut-être un discrédit au départ, mais si la personne de 27 ans est capable d'embarquer, ok, elle fera la différence. Moi, j'ai dans mes équipes un dénommé Baptiste Codin, que tu connais bien. On a eu dans le podcast, bien évidemment. Baptiste Codin, je l'ai rencontré dans le cadre d'une réunion Rotary. Il faisait une intervention de 30 minutes dans un contexte très très compliqué pour l'orateur parce que c'est pendant le repas du midi, etc. Quand je l'ai vu arriver, lui qui est plutôt réservé, qui fait pas de bruit, etc., mon premier a priori était de me dire oh, très jeune. Oh, je suis pas sûr qu'il va réussir à embarquer tout le monde. Ok. Dès l'instant, il avait bien préparé son travail. Dès l'instant où il a commencé effectivement, dans ce contexte qui n'était pas facile, il a embarqué tout le monde. Du haut de ses 26 ans à l'époque, c'était l'année dernière, euh, à tel point que j'ai eu envie de discuter avec lui, et aujourd'hui, il fait partie de la team. Incroyable. 27 ans. Donc c'est pour montrer aussi que tout est possible. D'ailleurs, j'invite les personnes qui n'ont pas encore vu le podcast avec Baptiste d'aller le voir. Je mettrai un lien dans la description. Maintenant, on va parler un petit peu commercial. Si des personnes pourraient être intéressées, alors, on a un expert dans le commerce qui pourra donner quelques conseils. Tout est relatif, hein, tout est relatif. Hein. Je peux Mais, parler de mon expérience, de ce que j'ai réussi, ce que j'ai foiré, mais en tout cas, ouais, le commerce, c'est une activité qui est noble. c'est noble, mais à la fois quand même difficile. Très. Et donc, par exemple, la prospection. Il me semble que tu as une expertise, en tout cas une compétence sur la conversion de prospect pour qu'il devienne client, même si dans ton langage on ne dit pas le mot client, parce qu'il reste toujours prospect. Mais comment on convertit un bon prospect si tu devais donner, on va dire, allez, 3 à 5 points clés pour un jeune ou moins jeune hein, qui veut se lancer en tant que commercial et qui a un peu du mal à cette conversion. Alors, on va considérer qu'on est sur la partie la plus hard, qui est donc la prospection. Dans un premier temps, c'est de réussir à inspirer confiance et donner envie pour qu'on puisse déjà favoriser un premier échange. Mhm. On va partir sur le cas le plus difficile. Le prospect ne vous a rien demandé et on est dans une démarche où on vient le solliciter. Donc, dans un premier temps, à la fois sur le fond, sur la forme, sur ce que vous avez dégagé consciemment ou inconsciemment, c'est de donner envie, je dirais, de ce premier échange et donc d'interpeller. Il y a une méthode que les agences de com utilisent très très bien, c'est la méthode AIDA, qui consiste à dire, voilà, accroche, intérêt, désir, action. Si on garde ce cap-là, on interpelle. Et donc, il faut comprendre que avant de transformer, il faut d'abord pouvoir échanger. Okay. Le deuxième conseil, c'est la star, c'est pas vous. La star, c'est le prospect. Donc, on va se débrouiller pour, dans une phase découverte, faire parler le plus possible notre interlocuteur. Parce que soit il a demandé, soit il y a une demande, soit il n'y a pas de demande, mais d'aller en questionnement intelligent avec des questions ouvertes. La chanteuse Barbara avait cette chanson qui était la suivante, qui était « Parle-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse ». Et donc, le projecteur sur le prospect, là, il faut regarder, écouter, observer 2 fois plus que parler.
cet adage de croire que les commerciaux sont les plus bavards, etc., c'est pas vrai. C'est pas vrai, ok? Ça, ce sont des caricatures. Et puis ensuite, c'est de se dire que si je m'intéresse à mon prospect, je finirai non pas par lui vendre, mais lui faire acheter mes services. Ok. Par contre, l'erreur qui est souvent faite par les débutants, même parfois par des anciens, c'est on part en monologue sur un truc standard et on explique qui on est et pourquoi on est les meilleurs, etc. Et on saoule en vérité. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est de savoir si c'est toi qui es en face de moi, de quoi tu as besoin, comment on peut travailler ensemble, dans quelles conditions. Donc, je vais te faire parler. Et donc, je vais me focuser sur toi dans un premier temps, et pas l'inverse. Et donc, dans la prospection, c'est pareil, on voit trop de gens qui vont effectivement au contact et qui sont déjà en train de faire ce que j'appelle de la descente de catalogue et d'expliquer, mais c'est du vu et c'est du revu. Intéressez-vous à la personne, considérez que la demande n'est pas le besoin. Okay, demain, tu dis, voilà Joël, tu me formules une demande de formation commerciale. C'est pas le contexte, c'est quoi les enjeux, ça concerne de qui, c'est quoi la périodicité, c'est quoi les budgets temps, les budgets argent, enfin je veux dire, la demande n'est pas le besoin. Donc, c'est de comprendre tout ça. Et je vais faire un petit clin d'œil à Vendeur d'Excellence, qui est un centre de formation où ils permettent à des... Une chaîne sur YouTube, il me semble. Oui, exactement. Et donc des alternants, Bac+2, Bac+3. Et ce que je kiffe avec eux, parce que c'est le terme qu'ils utilisent souvent, c'est ils rendent vraiment ces lettres de noblesse à cette fonction et de ces commerciales, qui en France, je ne sais pas en Belgique, mais est encore parfois le mal nécessaire, vendeur, voleur, vendeur, baratineur. Moi, je vois parfois dans des entreprises de haut vol encore ce mépris parfois pour l'activité commerciale, alors qu'il n'y a pas une boîte qui peut espérer durer, prospérer s'il n'y a pas une activité commerciale prospère, quoi. Tout à fait. Donc voilà. Donc les conseils, c'est un vrai métier, c'est de la technique, c'est aussi une déontologie, c'est dire les choses vraies, c'est une super école de la vie parce que quand vous êtes dans cette dimension-là, vous faites vraiment la différence. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, quand vous êtes fake, ça se voit, ça se sent et ça s'entend. Donc soyez vrai et puis acceptez que vous n'allez pas convaincre tout le monde, qu'avant de rencontrer un prospect, il va s'en passer plusieurs, je dirais, sous votre nez, et qu'avant de transformer, il y aura aussi des échecs, et puis vous allez apprendre de ça, et puis et pareil, il y a plein de similitudes avec le monde du sport. Intéressant. Toujours pour garder dans l'aspect commercial, ici je vais prendre un exemple de cas pratique. On parlait tout à l'heure de networking. Donc je suis commercial pour une boîte. Je vais à un networking et il y a une personne que je veux avoir, en tout cas essayer d'échanger avec lui. Comment arriver à échanger avec lui, parce qu'il faut savoir que dans les networking, en tout cas c'est un peu dans le ressenti que j'ai, c'est que le networking c'est bien parce que quand on a une personne de contact, au moins une personne de contact, on va vers la personne de contact, on échange un peu, il nous présente à une autre personne et puis c'est l'effet boule de neige. Mais quand on est tout seul, parce que moi ça m'est déjà arrivé d'aller tout seul dans un networking, je connais personne, comment faire pour essayer d'arriver dans des groupes, parce que c'est pas évident, parce qu'il y a généralement, il y a un networking, il y a généralement un petit buffet, etc., et un petit verre après la conférence, etc. Donc les gens se mettent en groupe avec les personnes qui ont des plus affinités, où ils se saluent, ils sont dans des groupes de 2, voire plus, et donc c'est des groupes fermés. Comment arriver à rentrer dans un groupe alors qu'on ne connaît pas personne, qu'on ne connaît personne, et essayer d'échanger pour avoir l'intérêt justement de la personne qu'on souhaite échanger. Alors, dans un premier temps, c'est ce jour-là, si tu n'es pas enfant, il ne faut pas y aller. Ok. Si tu pues la défaite, il faut rester chez toi. Donc déjà, il y a une espèce d'autodiscipline, c'est que j'y vais, je donne le meilleur de moi-même, quoi qu'il se passe, je suis souriant, et puis je vais faire en sorte que je vais susciter l'intérêt pour qu'on puisse aussi venir m'adresser la parole. Là, tu mets un contexte où tu es obligé d'y aller, où tout le monde te zappe, tout le monde
Je dis pas que tout le monde me zappe, je dis juste que voilà, j'ai la niaque, j'ai envie de voir, je sais la personne que je veux, et c'est pour ça que je suis à ce networking parce que je sais qu'il est là. Je ne connais personne, il est en train d'échanger avec trois autres personnes, en train de manger un petit bout et boire. Comment arriver dans la discussion en disant ah, voilà, je m'appelle Victor, voilà, j'ai une entreprise de communication, etc. Alors déjà, c'est de le faire intelligemment, ça veut dire c'est de bien regarder ce qui se passe autour. On aura forcément eu des informations qu'on aura eues dans la soirée. Et puis à un moment donné, il y a une chose qui s'appelle le culot, Mhm. oser, puis à un moment donné, il va falloir tenter quelque chose. Alors, comment le tenter Je serais bien compliqué de dire la bonne démarche, mais en tout cas, interpeller la personne. Et puis à un moment donné, en amont, je me suis renseigné. Ok, je vais aller chercher quelque chose qui va faire tilt, qui va parler. Je ne sais pas, imaginons cette personne est passionnée par les chiens de traîneau. Je dis n'importe Ouais, quoi. ouais. Moi, je ne suis pas forcément un expert. Ok, plutôt que d'aller le voir bêtement, ah, je souhaite absolument, je suis content de vous rencontrer, etc., etc. L'erreur que je suis en train de faire quand je dis ça, c'est que je parle de moi, je ne parle pas de lui. Mhm. Donc, la meilleure façon d'interpeller quelqu'un, après avoir osé y aller, c'est de lui parler d'elle. Donc, c'est d'aller regarder un petit peu dans sa biographie, Mhm. les réseaux, etc., LinkedIn ou je sais quoi. Je veux rencontrer Victor, ok? Tiens, j'ai vu qu'il préparait un truc de sport. Ah, c'est marrant parce que moi je fais des marathons, et ben je me mets en tête que je vais trouver le moment, et à un moment donné, je vais le brancher sur son Ironman. C'est ça, c'est ce que tu Mhm. fais? Tout à fait, tout à fait. Je Ouais, me suis intéressé. ouais. Donc, ok, et donc, je vais te brancher par rapport à ça, je vais te parler du pourquoi, du comment, et ensuite, dans un deuxième temps, je pourrais peut-être ou pas tenter quelque chose. Oui, parce que peut-être que c'est pas le premier moment, mais en tout cas, il y aura un premier échange, peut-être une connexion LinkedIn, et puis après, voir un Voilà. peu. Et donc, fort de ça, j'ai créé ce contact, ok, à moi d'être souriant, sympa, etc., de donner envie d'échanger avec moi, de ne pas y aller comme un lourdeau. Et ensuite, après, ben, le mode opératoire, c'est échange tel, échange via LinkedIn, échange via une visio, j'en sais rien. Et puis, il va falloir susciter, Aïda, accroche l'intérêt des directions, susciter Ouais. l'intérêt du prochain échange. Et moi, psychologiquement, je ne vais pas plus loin. Je veux parler à Victor. Qu'est-ce que j'ai en magasin pour tenter de me connecter avec Victor? Et puis après, mon boulot, c'est de lui donner envie qu'on puisse échanger de façon plus confidentielle dans un autre contexte. Mhm. Voilà. Très intéressant. Merci beaucoup en tout cas. Et d'accord que ça ne sera même pas facturé, hein. Donc, Ah, ouais, bah, on écoute, est dans la gratuité ah, là, aujourd'hui. c'est incroyable. J'en profite alors. Euh, Justement, maintenant, on va passer dans la thématique que j'aime bien aborder, c'est la vision de l'invité sur la société actuelle, la société euh, vraiment sur la thématique de l'entrepreneuriat, bien évidemment. Tu es français, je pense que c'est... Oui, il y a eu Baptiste aussi. Donc tu n'es pas le premier français à venir sur le podcast, mais est-ce que tu sais me dire un peu ta vision de l'entrepreneuriat en France? Est-ce que on Allez, est-ce que c'est facile d'entreprendre dans tout domaine différent ou est-ce que justement il y a un domaine qui est plus propice à l'entrepreneuriat? On parle du monde des startups, beaucoup en France, justement j'écoute beaucoup de podcasts, on parle beaucoup des startups, donc peut-être que là il y a énormément d'aides, c'est plus facile de faire des levées de fonds, etc. Ou est-ce que pas du tout? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Un peu ta vision un petit peu et ton... Alors, dans un premier temps, si je me réfère à ce que j'ai vécu, euh, moi, ça ne faisait pas partie de mes rêves de gamin, quoi. Je veux dire, d'être entrepreneur, mon propre patron. Ça s'est fait au fur et à mesure, expertise commerciale, expertise managériale, expertise d'arbitrage, passionné par le théâtre, tout ça mis bout à bout, la crise de la quarantaine, coach certifié, formateur certifié, et à un moment donné, cette envie d'y aller, sans savoir ce que ça allait devenir. Cependant, quand j'ai décidé de devenir mon propre patron, quand j'ai décidé de devenir un entrepreneur, je me suis dit, coûte que coûte,
je vais aller au bout de l'exercice et au bout de mes convictions. Donc, le premier truc, c'est que en France ou en Belgique, ayez de vraies convictions. Mais la vraie conviction, c'est partant ensoleillé, c'est facile d'avoir des convictions. Partant de tempête, c'est plus compliqué. Donc, ayez des vraies convictions, et je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais la répéter, soyez prêts à en payer le prix. Ensuite, en France, il est très facile de créer sa structure. Très facile. Ce qui fait que l'écueil de ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui se cassent la figure. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup deviennent entrepreneurs ou créent leur structure par dépit. Ok. Je préfère répondre à ta question en prenant cet angle-là, parce que le reste, je ne vais pas amener grand-chose. Et donc, ça veut dire que, attention, certains en ont ras-le-bol de l'entreprise, clac, je vais me mettre à mon compte. Ils ont été chahutés en entreprise, parfois même harcelés. Je vais créer ma propre entreprise, je vais devenir coach, je vais devenir formateur. Donc, à un moment donné, ça ne suffit pas, ça. Et donc, ça veut dire que l'entrepreneuriat, il y a à boire et à manger. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai entrepris au bout de 13 ans. J'ai démarré seul. Aujourd'hui, on est une petite dizaine. Donc, je dirais, et tout ça, à la fois, c'est génial et c'est très fragile. Et ça veut dire que pour moi, son entrepreneuriat, c'est pas un métier, l'entrepreneuriat. C'est pas un métier. C'est, si on fait référence au théâtre, être connu, c'est pas un métier. Donc, je veux dire, je veux être entrepreneur, je veux entreprendre. Pour moi, c'est insuffisant. C'est quelles sont mes convictions, quelle est ma valeur ajoutée, quelle est ma singularité, qu'est-ce que je peux amener pour faire la différence et sur quoi je m'éclate le plus, quelle est mon excellence. Et puis après, monter sa structure, se faire accompagner, se faire aider, et on finit par devenir entrepreneur, et on finit par entreprendre. Moi, quelque part, j'ai 57 piges bientôt. Voilà, je me suis projeté sur les 10 prochaines années. Je n'ai pas l'intention de prendre la retraite. J'ai plein de projets qui vont tourner autour de ce que je fais. Et à partir de là, donc, je vais continuer à entreprendre. Entreprendre, c'est être créatif. Alors, c'est bien sûr avoir la tête dans les étoiles et surtout les pieds sur terre. Parce que nombre d'entrepreneurs qui sont partis sur un coup de tête, qui ne savent pas se vendre, qui ne sont pas entourés au niveau conseil juridique, financier, comptable, et qui, pardon de l'expression, qui ne mangent pas à leur faim, quoi. C'est ballot quand même. Tout à fait. C'est ballot. Alors, qu'il y ait des concessions à faire, oui, mais pas en arriver à même pas manger de ce pourquoi on existe, entre guillemets. Et donc, ça veut dire que, et on voit beaucoup d'erreurs de jeunes entrepreneurs qui font des remises à des clients, qui font de la gratuité sous réserve qu'ils vont être connus et milliardaires. Donc, il y a plein d'erreurs à ne pas faire. Donc, c'est facile de devenir entrepreneur, c'est facile d'entreprendre, Mais c'est difficile de rester. d'apparence. En réalité, sur la durée, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je le répète, ça ne peut pas être une motivation. C'est, tu deviens entrepreneur, tu finis par entreprendre, mais moi je vais être entrepreneur, ça ne veut rien dire cette phrase, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est mon avis, hein, Ouais. mon modeste avis. Hein. Ok, super. Pour clôturer tout doucement, on va parler de tes passions. Donc, on a parlé bien évidemment de l'arbitrage, mais tu as évoqué plusieurs fois le théâtre. Tu en fais encore. Explique-moi très brièvement ton parcours théâtral et bien évidemment la question bateau que j'ai posé la même chose pour l'arbitrage. Est-ce qu'il y a des similitudes entre le théâtre et ta vie d'entrepreneur? Oui, encore référence à ma grand-mère. Moi j'ai été élevé avec cette émission au théâtre ce soir qui passait le vendredi soir. Donc c'était des acteurs de l'époque. Moi j'étais émerveillé de voir des acteurs au théâtre faire rire une salle entière. Et ça me paraissait, c'était Hollywood pour moi, quoi. Me paraissait inaccessible. Et puis j'ai toujours aimé ça. Voilà, à l'école, dès qu'il y avait quelque chose à faire, j'y allais. Et il s'avère que voilà, je le fais depuis 25 ans et je kiffe. Et je le fais de façon autodidacte, puisque je n'ai pas pris de cours de théâtre. J'ai eu la chance de toujours rencontrer
des intermittents du spectacle qui sont des professionnels du spectacle, qui l'ont toujours soit mis en scène, ou coaché, etc., etc. Et le théâtre, et j'ai eu la chance également de faire des petits rôles à la télé, au cinéma, et ma définition du théâtre, c'est, contrairement au cinéma, le cinéma, c'est le mensonge de la vérité. C'est-à-dire que le cinéma, c'est tu es maquillé, tu es filmé, tu peux te planter, tu peux recommencer. Mhm. Voilà, c'est le mensonge de la vérité. Et puis, c'est beaucoup plus facile, mine de rien. Le théâtre, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Tout à fait. On est sans filet. Si je bégaye, si je bafouille, on ne va pas recommencer. Donc, le théâtre, c'est la vérité du mensonge. Ça veut dire que tu dois être vrai, tu dois être authentique pour jouer un personnage. Mais ce n'est pas un mensonge au sens judéo-chrétien, c'est un mensonge de... On joue un rôle. Donc les passerelles avec le monde de l'entreprise sont assez faciles. La prise de parole en public, embarquer un auditoire, être dans un rôle, défendre des convictions. Ok, donc il y a plein de passerelles. Moi, je suis papa d'une fille qui a maintenant plus de 18 ans. Quand je suis avec ma fille, même si elle est majeure, je suis dans un rôle. Quand je suis avec mes équipes, en tant que fondateur de Joël Lefebvre Conseil, je suis dans un rôle. Quand je vais en immersion, je suis dans un rôle. Quand j'anime une conférence, je suis dans un rôle. Et au sens noble du terme, je suis moi-même, c'est une partie de moi. Et donc, au théâtre, ce que j'aime bien, c'est cette partie de la vérité. Et je me souviens d'une interview dont avait fait Michel Serrault, et pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et on lui a posé cette question, on lui avait dit, mais Monsieur Serrault, est-ce qu'au théâtre, il faut être sincère? Et il avait répondu, je ne sais pas, en tout cas crédible. Donc vous l'aurez compris, pour être crédible, il faut être sincère. Et quand vous êtes sur scène, ça ne trompe pas, que je veux dire, ça se voit. Et moi, c'est ce qui m'excite dans mon boulot, parce que je suis souvent sur scène, je dirais. Moi, quand j'anime une formation, je pars du principe que j'ai en face de moi comment dirais-je, des enfants gâtés. Ce sont en général des grosses structures qui ont les moyens. Et donc, ils ont l'habitude d'avoir des formateurs, des coachs, des consultants, des conférenciers. Donc, ça nous oblige à être encore meilleurs. Et donc, moi, je pars du principe que animer une formation, c'est comme être sur scène. C'est un spectacle vivant. Et ils ont payé leur place. Donc, je suis aussi là pour les embarquer. Ils ont le droit de ne pas aimer. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et je ne peux pas me permettre de ne pas embarquer tout le monde, au moins dans l'intérêt de la journée. Ok. Ah, super intéressant. Et ça me touche beaucoup parce que moi j'ai aussi fait du théâtre pendant longtemps. J'étais diplômé du conservatoire en art dramatique. Et d'ailleurs, si tu as des personnes justement dans le milieu du cinéma ou même du théâtre, pour qu'ils viennent un peu témoigner, ça pourrait être assez intéressant parce que ça fait aussi partie de l'entrepreneuriat, hein, entreprendre l'art de la scène. Donc, je suis preneur. Pour terminer le podcast, puisque je vois ça fait déjà 1 heure, ça passe super vite, je termine toujours par la question qui est devenue un peu voilà, la question en majuscule du podcast, c'est le conseil que tu donnes à un jeune. Quand je dis jeune, c'est vraiment jeune dans l'entrepreneuriat. Donc, on peut être jeune à 60 ans et vouloir entreprendre comme à 18 ans. Pour une personne qui veut débuter et entreprendre son projet. Eh bien, je réfléchis un peu. Je dirais le conseil que je pourrais donner à un gamin de 5 ans, que je pourrais donner à un ado, à un adulte, à une personne qui voudrait entreprendre, quel que soit le secteur d'activité. Avant de réfléchir à ce que tu veux faire, réfléchis à qui tu veux être. À partir de là, tu réfléchis sur qui tu veux être, et donc tu finiras non pas par vendre des prestations, tu finiras par faire acheter qui tu es. Il y a des gens qui vont te détester, il y a des gens qui vont te vénérer, il y a des gens qui ne vont même pas te regarder. Mais ce qui est important, c'est que tu puisses toi prendre du plaisir. Les sportifs de haut niveau, et je suis bien placé pour le savoir, c'est le plaisir qui permet d'aller au-delà de l'entraînement, au-delà de la souffrance, etc. Donc, le conseil, c'est qui tu veux être dans cette nouvelle aventure. Et à partir de là, la vie est bien faite, les choses se mettront en place naturellement, avec du travail,
et surtout du travail. Merci Joël, beaucoup pour cet échange, encore une fois très enrichissant. Et je te souhaite plein de succès pour cette année 2024, puisqu'on est encore en janvier. On tourne ici le 21-29 janvier, même si la publication sera en février. Mais peu importe, bonne année 2024, plein de succès pour 2024 et les autres années à venir. Eh bien, merci Victor, et je vais me permettre de conclure sur deux choses. En te disant que j'ai pris un réel plaisir à échanger avec toi, et puis je vais vous permettre de citer Voltaire, qui disait que je préfère être heureux, c'est meilleur pour la santé. Merci beaucoup, et en plus Voltaire, c'est le nom de mon chien. Ah, bravo. Ça, tu le savais pas. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt.